Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à remercier le professeur pour cette brillante intervention. Une intervention qui a d'ailleurs suscité pas mal de préoccupations chez moi. Et dans l'introduction de votre intervention, vous aviez toute mon attention. Et ceci pour deux raisons. D'abord, vous avez présenté des textes familiers. Et ensuite, vous parlez de philosophie. Et j'ai des préoccupations, professeur, sur votre façon d'aborder certains philosophes, ou du moins le cas d'Haïti à partir de certains philosophes, particulièrement Hobbes. Vous avez parlé au cours de votre intervention de l'état de nature chez Hobbes en parallèle à notre situation en Haïti. Et j'étais très curieux, je dois vous le dire, parce que lorsqu'on parle d'état de nature chez Hobbes, bon, j'attendais cette précision qui ne venait pas malheureusement. Il y a une triple dimension. Il y a d'abord la dimension interindividuelle, il y a ensuite la dimension internationale et enfin, il y a la dimension subversive. Déjà, vous parlez d'Haïti à partir d'Hobbes. Maintenant, ce que nous vivons en Haïti, si vous prétendez que c'est une situation où nous sommes en présence d'un léviathan boiteux, en quelque sorte, nous sommes à une certaine dimension dans un état de nature. Sommes-nous en présence d'un état de nature interindividuel qui stipule où chacun se bat pour la reconnaissance auprès de chacun, ou du moins sommes-nous en présence d'un état de nature à une dimension internationale, ou à une dimension subversive, dans la mesure où l'état de nature, dans sa dimension subversive, stipule chez Hobbes qu'un groupe dans la société se soulève en présence, ou du moins contre le léviathan qui est établi. Et ce qui causerait pas mal de problèmes. Et ce qui va m'amener à ma deuxième préoccupation. Vous parlez de léviathan boiteux. Moi, je suis un peu préoccupé dans la mesure où je ne sais pas si on ne peut même pas parler de léviathan. Si nous sommes chez Hobbes, pour parler de léviathan, il y a un ensemble de conditions. D'abord, il nous faut un double contrat. Par rapport à notre situation anthropologique et notre situation historique, ce double contrat, je ne sais pas, ou je ne suis pas sûr que nous avions au cours de notre histoire ce double contrat. Parce qu'il faut d'abord un contrat entre les individus et après un transfert de droits de cet individu et au moment même, ces individus transfèrent ces droits au Léviathan, le peuple advient. C'est ce que nous dit Hobbes dans le Léviathan. Maintenant, vous parlez de Léviathan boiteux. À partir de Hobbes, on peut parler de Léviathan ou Léviathan boiteux. Je ne suis pas sûr, professeur. Sommes-nous en présence d'un état de nature ou un état civil ou état politique où le Léviathan est présent? Et ce qui causerait pas mal de problèmes par rapport à notre situation historique. Et en troisième lieu, pour finir, professeur, vous parlez de l'ONU, mais n'oubliez pas que l'ONU a pris naissance dans un contexte historique et dans un lieu bien spécifique. C'est l'Occident. L'État en Occident a pris naissance depuis une double extériorisation. Et c'est ce que nous dit d'abord Arendt lorsqu'elle parle de oasis et lorsqu'elle parle de oasis et désert, Arendt nous parle de oasis et désert. C'est à partir de l'État occidental qui a pris naissance sur une extériorisation de la violence. Ce que nous vivons actuellement en Haïti, n'est-ce pas le produit, ou du moins le fruit, comme vous veut le faire voir le professeur Sitarman, ou du moins le professeur Dorismont, dans son intervention, à partir de son texte. Vous m'attendez? La double extériorisation, professeur.
Je termine, professeur. Vous parlez de Kant, vous parlez d'Habermas. Vous parlez de Kant, vous parlez d'Habermas. Kant nous parle de projet de paix perpétuelle. Et Habermas nous parle de projet multiculturalisme. C'est une civilisation universaliste. Mais est-ce que ce projet est applicable dans notre cas? Comment peut-on parler de Kant? Comment peut-on mobiliser Kant dans un lieu où nous ne sommes pas en présence d'une reconnaissance mutuelle? Le cosmopolitisme qui se base sur un principe d'égale liberté, comme le stipule Étienne Balibar. Le cosmopolitisme n'est pas présent en Haïti. Comment peut-on parler de Haïti dans ce cas de cosmopolitisme où il y a un projet d'invisibilisation constante à partir d'Haïti? Professeur, j'attends, j'ai des préoccupations, professeur. Je vous attends. Bonsoir à tous. Je ne serai pas aussi boulimique que monsieur qui vient de prendre la parole. Et merci à Dr Dorvilliers qui vient de nous gratifier d'une intervention intéressante. Mes questions sont les suivantes. Premièrement, dès le départ, Dr Dorvilliers a précisé lorsque un petit pays s'engage dans un débat avec d'autres pays, c'est perdu d'avance. Monsieur Dorvilliers, est-ce que cela sous-entend que, au point de vue géopolitique, que la solution n'arrivera pas d'Haïti? Deuxième question, j'ai compris dans votre allocution, vous avez une certaine négligence vis-à-vis des acteurs haïtiens. Pourquoi est-ce que je n'ai pas compris, alors que même si les enjeux venaient du Kenya, c'était ça le sujet, pourquoi est-ce que les acteurs haïtiens ont été négligés dans votre discours? Et troisième volet de la question, comment interpréter l'échec de la CARICOM par rapport à cette perspective de régionalisation occidentale que vous avez évoquée? Merci. Une salutation spéciale au docteur Fritz Dorvilliers. Moi-même, je m'appelle Evans Forestili. Alors, quand j'ai suivi votre intervention, docteur, il y a une chose qui m'est venue par tête. Parce que le café philo, quand même, c'est vraiment pratique ici pour le monde universitaire, pour le monde d'étudiants. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, au lieu de parler de l'ONU, OEA, parce que ça laisse quand même un goût amer dans les têtes haïtiennes. Pourquoi je le dis? Parce que si nous constatons les démarches qui ont été prises, en fait, menées par ces bluffeurs qui constituent le gouvernement haïtien, moi je pensais que vous alliez parler en quelque sorte de la bravoure du peuple, des peuples, je dirais tout simplement, des peuples du Wanamet, du Nord-Est, de Jérémie, au fait, qui dit que l'État haïtien a fait si bagaille, même dit que nous-mêmes, nous avons pris nous en main. Mais ça n'a pas parler. C'est pour dire nous-mêmes qui dans l'Ouest, comme nous avons une mauvaise image de nous dans l'Ouest, au monde a dit que nous comprenons le travail. Par contre, on a parlé de l'ONU, ce ne sont pas des bluffeurs qui viennent faire. Non, pour nous, haïtiens, nous n'avons pas besoin de on parle plutôt de peuple Wanamet qui dit que nous avons une rivière qui n'a limite nous, eh bien, nous apprenons. Je ne sais pas si ça n'a pas parlé. Merci beaucoup, mon ami frère. Dans l'intervention du professeur, il situé dans la mission maintien de la paix dans le cadre et fonction ou bien mission Nations Unies même. Et les gens comprennent les Nations Unies, les gens définissent les Nations Unies. Après prendre professeur, Nations Unies, c'est un organisme de gouvernance globale, c'est la conjugaison de puissance qui instrumentalise une sécurité collective et mondiale, etc.
Dans la définition, ça, je pense qu'il y a un aspect fonctionnaliste, dans le sens de regarder, par exemple, qui diverses institutions détachées qui permettent aux Nations Unies en lui-même de remplir fonctions et missions dans le monde. Et définition, ça, il y a 3 bagages qui empêchent de saisir. Le nom regardé question Kenya en Haïti. Pour empêcher de saisir, ces dynamiques contradictions qui existaient au sein même des Nations Unies, malgré le parler de bipolarisation du monde. Et dynamique contradiction ça, il existait surtout parmi les pays qui ont droit de veto. Le n'a connaît journée aujourd'hui là, États-Unis, l'a joué pieds et mains à la fois pour imposer hégémonie politique, économique, culturelle et même épistémique sur le monde. L'Éclair gagne de intérêt, ok, il gagne pour le tas, Jean-Professeur a dit d'ailleurs, instrumentaliser Kenya pour venir faire intervention. Deuxième bagaille qui gagne, il occulter relations de dépendance et de déséquilibre qui existaient dans la dynamique pays, périphérie et pays centre tout. Et troisième bagaille, je pense qui est important, il faut que nous gardions, bon, en fait, dans la lecture, mission de la paix comme prolongement et renforcement d'une forme de tutelle. Et tutelle, ça n'a pas existé à partir de aujourd'hui. Ils suivent un cheminement historique. Et acteurs étrangers, acteurs locaux, ils participent à renforcer tutelle. Ça. Parce que 3 éléments, ça, ils même fondamental. Maintenant, par rapport avec participation acteurs locaux en dans crise globale, en dans chaos que nous situons, je pense et nous avons situé dans le travail que le gouvernement PHTK surtout lui-même l'a fait à travers l'instrumentalisation qu'a fait dans deux séries de quartiers, distribution d'armes, etc. Donc, qui vient faire, moi, je vais poser question et professeur en question, qui n'a pas rien de scientifique, qui est plutôt personnel et moral. Je ne dis là, professeur il saute au Canada comme consul, il vient ici dans un contexte que je précisé qui est vraiment troublant. Je ne dis à moi-même personnellement, je connais professeur, à qui sentiment ou même comme moun qui travaille pour le gouvernement PHTK et qui participe dans le renforcement de tutelle là, à qui sentiment journée aujourd'hui là, ou venant d'un pays là, ou constater tout le chaos ça yo. Et l'on considère que c'est consultant et en pile dans la décision que qu'on a pris d'une manière ou d'une autre, ou gagner un point tout là-dedans. Donc journée aujourd'hui comment professeur Dorvilliers ou camper à regarder situation ça que nous avons vu journée aujourd'hui là. Merci pour les questions. Et je commencerai par, pardonnez-moi, l'ordre. Je commencerai là où je voudrais bien. Et c'est-à-dire que j'allais commencer en fait par la dernière, ça c'est sûr. Et mais vous dites qu'il y a plusieurs relais dans votre question. C'est une très bonne question d'ailleurs, mis à part la provocation finale. Et c'est-à-dire que mission de l'ONU, aspect fonctionnaliste. Évidemment, parce que l'ONU a une fonction. L'ONU a une fonction comme la SDN avait une fonction, comme l'Union européenne a une fonction, comme l'OSCE a une fonction, comme l'Union africaine a une fonction. Le fait est que, comme je l'avais dit, je vais faire un petit pas vers la première question, parce que le problème qui est posé dans ce sens-là, c'est le problème de la sécurité collective. C'est le problème de la gestion des relations internationales, qui est une forme, parce que même de transposition de l'état de nature national à un état de nature international. La problématique a été posée de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que nous avons que ce qui règne, le chaos qui règne, l'anarchie de l'ordre international n'est autre que le reflet de l'anarchie qui régnait en quelque sorte dans l'ordre social jusqu'à ce que le Léviathan arrive pour ordonner, pour civiliser la société. Mais le fait est qu'il n'y a pas encore un Léviathan pour l'ordre international, d'où la persistance du chaos, en quelque sorte, d'où la persistance de l'anarchie. Je reviendrai à cela. Donc, la fonction, c'est une fonction de sécurité collective post-westphalienne. Westphalie, c'est-à-dire que la question de la souveraineté radicale. Mais quand la pensée de cette manière-là, l'abbé de Saint-Pierre, Pufendorf, Grotius l'ont pensé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de sécurité collective dans l'équilibre de la puissance.
On ne peut pas avoir de sécurité collective dans l'équilibre de la puissance. C'est une chimère, a même dit Grotius. Kant l'avait qualifié de fantaisie. Parce que tout simplement, il y aura toujours le plus fort, ce qu'on appelle, on va toujours déchirer les accords sur le papier sur lequel l'accord, si on n'a pas cet état cosmopolitique, donc signer un traité, ça ne voudrait pas dire grand-chose, étant donné cette transposition, l'appétit naturel de l'homme, l'orgueil de l'individu transposé au niveau international. C'est une forme de philosophie politique internationale. Donc ça, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire que la fonction de l'ONU, c'est ça. Comme c'était donc régionaliser la sécurité collective pour l'Union européenne, pour l'OEA, pour l'Union africaine, la fonction, ou du moins globaliser, mondialiser. À ce moment-là, il y a un très bon texte que j'aimerais vous présenter. Est-ce que je l'ai? À ce moment-là, voilà. Ça analyse cette question-là. Voilà. Le texte de Bernard Hauss et Monique Slim. Anthropologie politique de la globalisation. Anthropologie politique de la globalisation, un autre texte aussi de Stéphane Chauvrier, Justice et droit à l'échelle globale. Donc, comment se protéger? On ne peut pas se protéger dans le cadre d'une Westphalie, ce qu'on appelle Westphalie 1, Westphalie 2. À ce moment-là, on est à l'état post-national, comme le dit Habermas. À l'état post-national, l'ONU joue ce rôle-là. Donc, il n'y a pas cette souveraineté radicale. Donc, la fonction de l'ONU, c'est d'assurer cette souveraineté politique. C'est normal, donc c'est une approche fonctionnaliste. Et cette approche fonctionnaliste-là, c'est pour assurer, plus ou moins, ou du moins faire advenir cette paix perpétuelle rêvée par l'abbé de Saint-Pierre, par Grotius, par Pufendorf, et par Kant, par Rousseau, etc. Bon, Rousseau a une autre perspective, plus ou moins, qui est tout à fait le contraire de la perspective hobbesienne. C'est-à-dire que la transposition de l'ordre local vers l'ordre international, chez Rousseau et chez Kant et chez Pufendorf, c'est tout à fait différent, et même chez l'abbé de Saint-Pierre. On verra ça par après. Bon, peut-être c'est pas le moment de voir cela. Le débat n'est pas là, c'est pas trop philosophique actuellement le débat. C'est une parenthèse en fait. Donc, contradiction, on pourrait quand même la faire. Hein. Philosophiquement et juridiquement, on pourrait la faire, il n'y a pas de problème. Donc, je suis préparé pour cela, entre guillemets. Donc, vous dites qu'il y a contradiction. Contradiction, véritablement, vous avez tout à fait raison. Mais nous ne sommes pas, malgré cette quête-là, cette quête d'une alliance des peuples rêvée par Kant, dans le projet, ce grand texte de Kant, le projet de paix perpétuelle de Kant, 1795. Donc, à ce moment-là, on vit cela, mais cela, comme l'avait prévu Kant, l'Habermas a plus ou moins mis à mal cette thèse-là en disant que Kant n'a pas trop bien vu. Il n'a pas vu que les choses allaient changer. Il n'a pas imaginé la paix et la guerre à l'échelle globale. Il n'a pas imaginé des belligérants différents des États. Il n'a pas imaginé l'Al-Qaïda, des groupes terroristes, des belligérants qui n'ont pas de nom, qui sont non étatiques. Il a imaginé la guerre entre deux entités spécifiques, traditionnelles, deux États. Mais il y a d'autres éléments qui sont venus ajouter à ce chaos international, ce désordre international, cette anarchie internationale. Donc, c'est normal qu'il y ait des contradictions entre les puissances formant l'ONU. Mais parce que les puissances n'ont pas les mêmes intérêts. Donc vous dites que les États-Unis, qui essayent de garder, de maintenir sa place, sa première place sur l'échiquier international, il y a un prépondérant pour le détrôner qui est la Chine. Donc c'est normal qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais évidemment, n'oubliez pas que malgré tout, la compétition se fait dans le cadre de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il ne peut pas y avoir de paix perpétuelle sans la juridicisation du droit national, l'internationalisation du droit national. Donc à ce moment-là, la compétition se fait dans un cadre bien spécifique, se fait dans le cadre de la mondialisation, se fait dans le cadre de l'OMC, dans le cadre du FMI, d'autres organismes associés à l'ONU ou de l'ONU. Des organismes tout à fait qu'on appelle les organismes d'expertise ou du moins de l'ONU. Donc ça, c'est pour la dimension de contradiction, ce n'est pas véritablement un problème. D'ailleurs, c'est pour cela c'est pour mieux gérer, juridiciser, parce qu'il ne peut pas y avoir de loi de paix en dehors du droit, ce droit cosmopolitique, comme le dit Kant, comme l'avait dit avant lui Hugo Grotius. Donc le fait est que l'ONU essaie de gérer tant bien que mal cette contradiction-là. Il y a une charte. Ce que Kant, il faut le relire, hein, ce que Kant appelait il appelait d'une constitution cosmopolitique,
une constitution cosmopolitique. Vous avez vu que l'Europe a essayé de se donner une constitution, ça a foiré. Mais maintenant, quand même, la Charte des Nations Unies représente en quelque sorte cette constitution cosmopolitique, ce projet de constitution cosmopolitique, mais il y a quand même des grains de sable dans la machine. Donc, c'est pour cela qu'il y a cet organe-là, le des 6 principaux organes de l'ONU, les 6 principaux organes de l'ONU, donc le Conseil de sécurité, à côté de l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, vous avez parlé de tutelle, le Conseil de tutelle et la Cour internationale de justice, etc., les 6 organes principaux de l'ONU. À ce moment-là, on gère cela avec ce gendarme-là, le Conseil de sécurité, avec les 5 permanents et les 10 autres, le droit de veto. Évidemment, il va y avoir des droits de veto. Il y a toujours eu des vétos d'un pays ou de l'autre. Je n'ai pas les statistiques, mais il y a quand même, on peut compter le nombre de vétos posés par la Chine, les États-Unis, etc. Donc c'est le jeu global. C'est, comme le dit Stéphane Chavrier, c'est justice et droit à l'échelle globale. Ainsi fonctionne cette institution-là. Si ça ne fonctionne plus, elle aura le sort de la SDN. Vous connaissez sans doute le sort de la SDN. Donc, passons. Donc, vous dites que les relations de dépendance, je suis encore une fois d'accord avec vous. Nous ne sommes pas encore... Il y a un principe dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, le principe de l'égalité souveraine. Le principe presque même de la souveraineté. Il ne faut pas violer la souveraineté des États. Sauf, évidemment, dans les cas prévus par la charte des Nations Unies. Mais ça, c'est, comme on dit, c'est l'utopie kantienne. C'est-à-dire que c'est l'utopie, c'est-à-dire que de la fraternisation, ce qu'on appelle la République universelle libre dont parlait Kant. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme cela. On n'a pas les mêmes minerais, on n'a pas les mêmes ingénieurs, on n'a pas le même niveau de compétences, on n'a pas la même richesse, on n'a pas le même poids. Normalement, nous sommes dans un rapport de dépendance, nous, notamment depuis plus de 200 ans que nous sommes là-dedans. À nous d'essayer d'en sortir, évidemment. Donc, et par rapport au OMP, opération de de la paix tutelle, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes régimes, ce sont 2 chapitres. Le chapitre 7, je crois que la tutelle, c'est le chapitre 12-13, je crois, dans la charte de l'ONU. Mais ce n'est pas la même chose. Bon, il y a presque plus de pays sous tutelle. Il y a un ambassadeur qui l'a dit, d'ailleurs. C'est quand même, bon, j'aime bien son style, parce que j'aurais bien aimé être... j'aurais été ce type d'ambassadeur-là. Un peu frondeur, un peu qui y va à fond, etc. Gérard Haraud, ancien ambassadeur de la France aux Nations Unies, à Washington, etc. Il a dit « Ah, mais pourquoi depuis tellement longtemps on demande qu'on place ce pays sous tutelle de l'ONU ?» Mais je lui ai demandé « Mais quand même, c'est quand même irrespectueux. Haïti, c'est vrai, on a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on doit placer le pays sous tutelle. Ce serait une humiliation totale. Des OMP, on peut comprendre. Mais de 2 choses l'une, ou bien on accepte l'ONU, ou bien on ne l'accepte pas. On peut en sortir si on veut. Donc, si on met membre de l'ONU, les opérations, d'ailleurs, Haïti, on a proposé à Haïti de participer aux opérations de médecins de la paix, je crois que c'était au Tchad ou dans un pays africain. Donc, nos soldats, nos policiers auraient pu aussi aller en Afrique, en Asie, dans les Balkans, participer à des opérations. C'est la dynamique de la gestion de la sécurité collective à l'échelle globale. Dernière question, dernière sous-question dans la question, par rapport à... Mais c'est toujours comme ça, ce pays. Il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Mais vous n'avez pas demandé à Jean Casimir, qui a passé 10 ans dans la diplomatie. Vous n'avez pas posé de question à Jean Casimir. Sous le régime Lavalas, vous avez combattu ce régime-là. Vous avez dit que ce régime était allé brutaliser les étudiants, était allé faire ci, faire ça. Vous n'avez pas posé le problème, vous n'avez pas posé cette question à Jean Casimir, qui a passé 10 ans au service du régime Lavalas. Ce n'est pas pour... J'ai beaucoup de respect pour le professeur Casimir. Vous voyez, mais il faut toujours éviter ce 2 poids 2 mesures. J'étais un fonctionnaire, pas un fonctionnaire, un diplomate, j'aurais pu servir. C'est quand même... Vous dites régime PHTK, mais vous l'avez voté. Mais peut-être, quand je dis vous, c'est quand même... il y avait des élections. Mais on peut contester les élections. Mais c'est une... Bon, à provocation et demie, évidemment. Mais le fait est que... Le problème, c'est que... Un peu de silence, s'il vous plaît. Mais
On l'a vu, vous avez quand même fait, entre guillemets, ceux qui sont allés voter, ceux qui étaient allés voter ont fait un choix. C'est vrai qu'il y avait un proconsul, il faut le dire, hein, le comportement d'Edmond Mulet, d'ailleurs, qui est accusé pour trafic d'enfants dans son pays. Le comportement d'Edmond Mulet a été exécrable. Mais le fait est que le comportement, c'est pour cela que je dis que l'OEA est une coquille vide. L'OEA n'a participé en termes de sécurité collective, de mission, qu'à la Missivie. C'était la seule mission, ce qu'on appelle une mission conjointe ONU-OEA. Vous voyez actuellement, la première mission, Missivie, ONU-OEA, sinon, l'OEA, c'est des missions d'observation électorale, aller compter des votes et proclamer même les résultats. C'est inacceptable. Mais moi, vous dites que j'ai représenté, écoutez, le régime. Vous pensez qu'il y avait, comme universitaire, vous pensez qu'il y avait un régime PHTK? Le terme de régime, voulant dire ce que ça veut dire, académiquement, il y avait des individus qui sont arrivés comme cela, et voilà. Donc moi, personnellement, vous dites aussi que j'étais consultant, mais je sais faire mon métier. Mais quand j'étais consultant, je rendais service à des gens avec qui vous êtes affiliés aussi. Non, je le dis, au Parlement, vous avez des sénateurs qui vous étaient très proches aussi. Je les ai rendus service. L'aime le Sénat, l'aime la Chambre des députés, hein. Ou peut-être préférez que l'intellectuel de... J'ai beaucoup de... Michel Jacques Livre. Moi, possédé que... Presque, je n'ai que ça comme richesse. Michel Jacques Livre. Je suis avec la bibliothèque, mais je ne suis pas ce type d'intellectuel purement livresque, rat de bibliothèque, etc. Mais non seulement, je travaille, c'est une liberté. Deuxièmement, ce faisant, j'apporte une contribution. Ce faisant, j'essaye, parce que je suis intellectuel, j'essaie toujours d'influencer les choses d'une manière ou d'une autre. Je vais entrer la caille diable pour moi, c'est dévier. Oui, parce que entre la posture, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'observation intellectuelle, entre la posture scolastique, ce que Bourdieu appelle la pensée et la posture scolastique dans Méditation pascalienne. C'est-à-dire que se retirer de sa bibliothèque, penser le monde, c'est avoir le pied dans le monde. Moi, j'ai toujours mes pieds dans le monde haïtien, du concret. Ma pensée, en même temps, m'a fait enquête, en même temps, m'a travail, l'aime le Parlement. Si ce qu'on dit ce qu'on a fait, on mettait touche qui allait dans l'intérêt national la donne. La loi que m'a étudié pour monsieur, on fait ça, et moi qui fais aller. Fait étudier la loi, au projet de la proposition de loi, faire de rapports, etc., bah, de conseils. Ou tu préfères que moi t'ai critiqué, ou bien que me dit, écoutez, si loi retire l'article ça, met l'article ça, la plus bon, non comme la plus bon pour collectivité, pour nation, hein, qu'est-ce qui est meilleur? C'est un choix à faire entre participer, non seulement travailler comme liberté, influencer les choses de l'intérieur. Par exemple, vous dites à Montréal. Moi, j'ai été à Montréal. J'ai défendu Jovenel, j'ai défendu PHTK ou j'ai défendu le pays? Entre nous, soit dit. Mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Est-ce que j'ai défendu? Demandez aux gens qui ont fréquenté le consulat. Demandez aux ressortissants haïtiens de Montréal. Est-ce que j'ai servi un pays ou j'ai servi un homme ou un régime? C'est aux gens d'apprécier cela. Moi, je crois, et je continue à le faire. L'aime le Parlement, Don Cato Vincotem, sénateur, cher ami Vincotem, professeur, loi 3 et 8, là, je travaille avec lui. Il m'a dit, me conseille, je chita avec lui. Sénateur Don Cato, je chita avec elle, parce que je connais la loi, voilà la limite, voilà ça ne voilà ça ne retirer. Je me dis, ah non, tout le monde travaille, tout le monde. C'est comme si nous étions consultants de tout sénateur, nous étions consultants du Parlement, sans distinction d'obéissance. Bon, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question très personnelle. Donc, comment regarder ça? Comment regarder? Nous sommes serviteurs de l'État. Vous auriez pu dire ça aussi pour Firmin. Écoutez, nos grands diplomates, ils ont servi des régimes démocratiques? Firmin, Price Mars, ils ont été diplomates quand? Faut réfléchir sur ça, oui. Qui l'affirme était diplomate? Sous quel régime? Comme le dit les CP1, nos hommes politiques, tous des satrapes. Mais Firmin a servi des satrapes. La plupart des grands intellectuels diplomates haïtiens ont servi des satrapes. Mais de l'étranger étant, ils ont défendu le pays, la nation, la race.
Première question. Par rapport à la question, mon ami, j'aime bien votre question. C'est une question à haute volée philosophique. Mais, s'il vous plaît. Mais, comme je l'avais dit, j'ai fait cette parenthèse-là par respect pour le public de Café Philo, parce que je suis à Café Philo. C'était une introduction à la problématique du maintien de la paix. Donc j'ai parlé, j'aurais pu parler toute la soirée de tous les auteurs, je les ai tous lus. Tous les philosophes, du point de vue ce qu'on appelle, j'adore la philosophie politique. Par exemple, je vous parlais de Hobbes. Est-ce que je vous recommande le grand texte de Léo Strauss? Eh bien, très bien, tant mieux, félicitations. C'est-à-dire que, mais c'était une parenthèse, mais je ne vais pas faire un débat philosophique maintenant. Je vous l'avais dit, si vous voulez faire un débat en matière de philosophie du droit, de philosophie politique, moi je suis disponible pour un débat notamment sur la problématique de la paix dans le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, non, je termine rapidement avec, il y a 2 autres questions. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de débat? Est-ce que c'est perdu d'avance? La solution n'arrive pas d'Haïti? Négligence vis-à-vis des acteurs haïtiens? Écoutez, des acteurs haïtiens, est-ce que vous en voyez là, pour le moment? Bon, je ne dirais pas comme les CPN, tous des satrapes, mais je dirais que, franchement, est-ce que vous voyez qu'il y a des acteurs politiques qui agissent dans l'intérêt national, véritablement, notamment ceux qui sont au pouvoir? Bon, d'ailleurs, mais c'est quand même très étonnant. Ce pays a beaucoup de problèmes. Avoir des gens de 70 ans, de 75 ans qui ne pensent pas payer, c'est quand même d'un extrême étonnement. Des gens qui vont mourir dans 5 ans, qui sont déjà morts, étant donné l'espérance de vie à la naissance ici, et qui ne pensent pas payer. Vous savez pourquoi ils ne pensent pas payer, le plus souvent? Parce qu'ils n'ont jamais pensé payer. Hein? Et deuxièmement, ils n'ont pas grand intérêt dans ce pays. Je vais vous poser une question par rapport à cela, par rapport aux acteurs politiques. Je me rappelle, j'avais fait une intervention à Café Philo aussi. La plupart de mes interventions ont fait scandale sur Vamonos. Ouais, mais écoutez, mais je n'ai pas demandé aux enfants de Patrick Moussignac de quitter le pays. Je n'ai pas demandé aux enfants en termes d'acteurs politiques, d'acteurs économiques, je n'ai pas demandé aux enfants de Bossan de quitter le pays, de Pierre-Marie Boisson qui fait la leçon à tout le monde de quitter le pays. Je n'ai pas demandé aux enfants de Préval. Heureusement que les enfants de Préval, ils sont rares. Les hommes politiques dont les enfants sont ici. Est-ce qu'il y aura une 3e génération de Patrick Moussignac ici? Est-ce qu'il y aura une 3e génération de Pierre-Marie Boisson? Est-ce qu'il y aura une 3e génération de Jacques-Édouard Alexis? Heureusement, il y a déjà une 3e génération de Michel Pierre-Louis. Chère Elisabeth, honneur et respect à vous-même. Mis à part Elisabeth Pierre-Louis, la fille de Michel Pierre-Louis, du vieux Pierre-Louis, mis à part les 2 Préval, Véronique et l'autre, Dominique, qui sont encore, je ne sais pas si elles sont encore là, Alga Depoué, qui petit Mounsayo, qui là dans le pays, même ça plus grand, 70 ans, 15 ans, est-ce que 2e génération est là? Est-ce que 3e génération est là? Même pas demander petit Mounsayo pour aller. Par exemple, on parenthèse par rapport aux acteurs politiques, mais Biden, encore l'opportunisme haïtien, mais Biden est supposé faire pour mon grand ravine. Pour mon cité de Dieu, cité d'éternel, cité soleil. Imaginez-vous, ou même qui a un doctorat à Biden, c'est un scandale. On a qui maîtrise à Biden. Alors que nous avons 20 000 personnes Canaran, 10 000 personnes Grand Ravine, parce qu'il n'y a pas l'autre choix. Même nous-mêmes là, bon, moi-même si je comme maintenant, je vais faire passeport pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que ici, les gens de Grand Ravine, les jeunes de Grand Ravine, les jeunes de Grand Ravine, les jeunes de Cité Soleil, de Canaran, même qu'ils ont un baccalauréat, ils n'ont pas trop d'espoir dans ce pays. C'est une génération gaspillée et perdue. Bon, à ce moment-là, donc, je ne vais pas demander pour petits acteurs politiques, la plupart d'entre eux, où sont les enfants de Justin Privert? Est-ce qu'il y aura une 3e génération? Parce que petit Justin Privert, petit Justin Privert. Est-ce que les gens mourent? Eh bien, ils ici, qu'est-ce qu'on prend? Ça a fait, il y a point bien, il y a vendu, voilà, comme là-bas. Par exemple, une entreprise, par exemple, Pierre-Marie Boisson, si monsieur mourit, puis si il est là-bas, la prendre, la vendre actif, et puis la comme là-bas. Ou bien la gérer à distance. La gérer bien à distance, ça arrive, la fait même à Digicel. Il prend un goût de l'an, il transforme en dollars, là, il met là-bas. Qu'est-ce qui arrive de point de vue économique? Il n'y a pas d'épargne nationale.
Donc la fuite des capitaux. Non seulement nous avons comme en 1802, en 1793-1802, une fuite des capitaux et des esclaves à talent, c'est ce qu'on a actuellement. Je n'ai jamais demandé à ce que les gens fortunés, les héritiers au sens de Bourdieu, quittent le pays. Mais la jeune génération, moi-même, sixièmement tape gérer Biden, on est le mec qui maîtrise le doctorat, désolé, je ne vais pas nous Biden. Je ne vais pas jeune qui ne va pas passer le baccalauréat. Je ne vais pas jeune qui vient lever mané. Au moins, il y a pas joué notre travail là-bas. Petit, tu as sorti quelque chose, même que moi, je n'ai pas sorti grand-chose. Donc, c'est ça que je me dit par rapport aux acteurs politiques. Il y en a presque, en termes de direction, le pays n'est pas dirigé de toute manière. Je m'arrête là. À l'avant-dernière, l'ONU, OEA, goût amer. Il faut me répondre une question, ça. Et qui ton goût amer? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes membres OEA. Nous sommes membres ONU. D'ailleurs, nous sommes même SDN. Même membres SDN, nous sommes toujours partie prenante sur la scène internationale. Mais où est-ce que sortir sous pavlé? Qu'on dit goût amer? Mais, excusez-moi l'expression, il y a des gens qui disent, je ne vais pas choquer nous, il y a des gens qui disent, les contingents brésiliens, péruviens, etc., ils viennent faire pile Simon sans papa. Ils ont gros Simon, ils ont vu quoi ils aller. Mais ils ne nous ont pas appris cela. Il faut en discuter avec Michel Auriol, qui a une grande compétence, l'anthropologie de la matrimonialité en Haïti. Garçons haïtiens, ce n'est pas un garçon plus irresponsable que les garçons haïtiens. Ils font que ça, traîner leurs trucs, engrosser des femmes et partir. Vous pensez que c'est les soldats péruviens qui montrent que nous fait ça? Qui montrent que nous, bah, petit pas occupé? La misère vient de là. Les filles font petit pour livrer de l'aller, ils font deuxième pour occuper premier, au troisième pour occuper deux premiers. C'est ça l'anthropologie de la matrimonialité en Haïti. Donc, effet collatéral, choléra. Ils vont parler peut-être? Choléra. Bon, là, c'est une question, c'est une chaîne de négligence. C'est même presque un dégât collatéral. Parce que, par exemple, où tu es venu avec notre maladie, dans le système des Nations Unies, le PNUD, la FAO, UNICEF, UNESCO, je pense que nous avons travaillé qui fait enquête pour eux, quand on consulte sur l'autre côté, le venu avec une maladie. Ou bien, nous ne parlons à personne, ce qu'on appelle les risques globaux. Il y a des risques globaux, il faut faire attention, il faut se préparer à ces risques-là. Sinon, il faut vivre en vase clos. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là.